9h à Bamako, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de Mali Actualité de ce dimanche 5 octobre 2025. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. L'actualité AES est à la une de cette édition avec l'audience accordée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au directeur général des douanes. Ces derniers sont venus partager avec le chef du gouvernement les résultats de 2 rencontres qu'ils viennent d'avoir à Bamako et au Niger. C'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, qui a été reçu hier après-midi par le président de la République, chef de l'État, général d'armée Abdourahmane Chani. Les échanges ont porté sur la coopération entre le Niger et cette institution financière internationale. Au Burkina Faso, nous allons parler de la situation de certains blessés en opération qui s'occupent utilement pendant leur convalescence. Ils se forment tout simplement en art plastique depuis le 28 août dernier et ce jusqu'au 15 octobre prochain au camp Sangoulé-Lamizana. Les contours de cette résidence particulière avec Boukari Kinda dans ce journal. L'actualité internationale, capture de 450 terroristes et libération de 180 otages au cours du mois dernier. C'est ce qu'annoncent les forces armées du Nigeria. Et au Tchad, le Parlement réuni en congrès a adopté la révision de la Constitution. Au Malawi, Peter Mutharika signe son retour au pouvoir après avoir dirigé le pays de 2014 à 2020. Dans Focus Santé, la rédaction s'intéresse aujourd'hui au groupe sanguin. Ils sont classés en 2 systèmes, A, B, O et Rhésus, et seule l'analyse sanguine permet de les identifier. En cas d'hémorragie ou d'anémie, il est impossible de faire une transfusion sanguine sans au préalable connaître le groupage du patient. C'est pourquoi tout le monde doit connaître son groupe sanguin. En sport, nous parlerons essentiellement de football avec le coup d'envoi officiel du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A aujourd'hui au stade Mamadou Konaté à Bamako. La liste des aigles dévoilée par le sélectionneur national et le point sur les derniers qualifiés en compétition africaine de la CAF. Voilà pour les titres. AES Actualité. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal que nous commençons avec l'actualité AIS. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu en audience les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel et le commissaire général de l'Office togolais des recettes. La délégation conduite par le directeur général des douanes du Mali est venue partager avec le Premier ministre les résultats de 2 rencontres qu'ils viennent d'avoir à Bamako. Le chef du gouvernement a salué l'engagement et l'abnégation des directeurs généraux des douanes pour les résultats obtenus et les a exhortés à redoubler d'efforts avant de leur assurer le soutien des autorités. Le reportage de Mamari Kone et Ali Outouri. C'est pour rendre compte au chef du gouvernement les conclusions de leurs travaux que les directeurs généraux des douanes de la Confédération des États du Sahel, AES, et le commissaire général de l'Office togolais des recettes sont reçus à la primature. Le directeur général des douanes du Mali, l'inspecteur général Amadou Konaté, a livré les conclusions des 2 rencontres qui viennent de se tenir à Bamako, à savoir la 2e rencontre sur l'interconnexion du système douanier de l'AES et la rencontre des directeurs généraux autour des instruments de coopération. Des travaux qui sont parvenus à de très bons résultats. Yves Kafando, directeur général des douanes du Burkina Faso. Les administrations douanières sont en train de travailler à fédérer les actions, les synergies, et ce qui a concouru donc à cette 4e rencontre au niveau donc de Bamako, où nous avons discuté sur les questions du code des douanes, qui donc est un outil aujourd'hui de modernisation, de facilitation des échanges de nos États. Nous avons discuté aussi de l'interconnexion, qui est un outil aujourd'hui que nous devons donc fédérer, internaliser auprès de nos États pour fluidifier donc les opérations de transit, pour avoir une meilleure traçabilité et une meilleure vision donc des opérations que nous menons dans nos pays. Le Togo est le pays invité à ces 2 rencontres. Le Premier ministre et chef du gouvernement a salué la position panafricaniste du président togolais et sa solidarité à l'égard des pays de la Confédération des États du Sahel. Philippe Kokou Tchoudi, commissaire général de l'Office togolais des recettes. Depuis la création de l'AES, l'administration douanière togolaise
s'est mise à la disposition de l'AES et a toujours participé aux différents travaux. À la rencontre de Bamako qui fait suite à celle de Niger et de Niamey et de Lomé, nous avons pu constater avec grande satisfaction l'évolution des systèmes d'interconnexion de nos systèmes. Actuellement, je puis dire avec satisfaction que nos 4 pays sont interconnectés et qu'une déclaration levée à Lomé peut être vue directement à Bamako. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué et félicité la douane malienne pour le travail remarquable et le rôle qu'elle joue dans la lutte contre le terrorisme à travers les différentes saisies opérées. Audience toujours, cette fois au Niger, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a reçu hier après-midi le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur la coopération entre le Niger et cette institution financière internationale, avec un accent particulier sur les défis de développement à relever. Écoutons M. Ousmane Diagana à sa sortie d'audience au micro de nos confrères de la radio du Niger. Les objectifs sont de 4 ordres. Le premier, c'est de constater la résilience de l'économie nigérienne qui fait face à des chocs multiples, certains d'ordre externe. Et nous avons en effet pu voir que l'économie en général se porte bien. Le deuxième, c'est de voir comment on peut continuer à renforcer cette résilience et aller encore plus loin pour créer les conditions d'une prospérité partagée dans le cadre d'une croissance inclusive, donc créatrice d'emplois. La Banque mondiale est en train de préparer sa stratégie de partenariat avec le Niger pour les 5 prochaines années et naturellement nous avons souhaité que cette stratégie soit alignée avec la vision et les priorités des autorités nigériennes. Le troisième, c'est de faire une revue complète, exhaustive de l'état d'exécution de nos projets au Niger. Plutôt des projets du gouvernement nigérien et des populations nigériennes que nous accompagnons avec des financements. Et c'est un portefeuille très large que nous avons ici, plus de 4 milliards 400 millions de dollars américains, donc plus de 2700 milliards de francs CFA. Et le dernier élément, c'est de discuter de façon approfondie sur un projet dont tous les Nigériens connaissent, Kandaji. Donc c'est un programme de développement extrêmement important, tant sa contribution pour la disponibilité de l'eau, pour le développement de l'agriculture, sur l'électricité, etc. sont forts. Au Burkina Faso, des blessés en opération s'occupent utilement pendant leur convalescence. Ils se forment tout simplement en art plastique depuis le 28 août dernier et ce jusqu'au 15 octobre prochain au camp Sangoulé-Lamizana. L'activité est soutenue par l'association Africulture. Le ministre en charge de la communication a rendu une visite de courtoisie aux participants à cette résidence artistique particulière. Le point de cette visite avec Boukari Kinda. Cette rencontre avec le ministre en charge de la communication et les apprenants en art plastique représente une véritable opportunité qui lui permet de leur témoigner son soutien, mais aussi de les encourager dans leur parcours artistique. Selon l'adjudant-chef Yacouba Sow, cette visite avec le ministre va contribuer à renforcer leur morale en leur donnant ainsi l'élan nécessaire pour poursuivre sereinement la formation en art plastique. Permet de revivre, de dire ce qu'on n'avait pas envie de dire beau. L'armée, c'est la grande miette, mais on veut passer un message à travers l'art plastique. Madina Yanou est l'une des formatrices en art plastique auprès des blessés en opération. Pour elle, le dessin et la peinture constituent les principaux modules enseignés. Elle encourage les participants à libérer leur génie créateur. De les voir vraiment se libérer, c'est vraiment ça d'abord. De ne pas rester toujours, de ne pas avoir ce qu'ils ont en eux, de faire sortir, parce qu'ils ont beaucoup de choses en eux. Le ministre en charge de la communication a salué l'initiative avec enthousiasme. Il affirme être venu exprimer son soutien et son encouragement aux apprenants en art plastique, soulignant l'importance de leur engagement dans ce domaine créatif et porteur d'espoir. Perwende Gilbert Ouedraogo. Ils sont en train de terminer une première phase d'une session de formation qui a débuté le 28 août dernier. Et la deuxième étape, ça va être une résidence de création parce qu'ils ont entamé un processus et nous entendons bien sûr les accompagner jusqu'au bout. Placé sous le thème « S'épanouir par les couleurs », chaque trait de pinceau devient une victoire sur la douleur
couleurs, une expression silencieuse du courage de nos héros. Cette première session en art plastique célèbre la résilience à travers la création. La formation prendra fin le 15 octobre prochain. AES, actualité. Mali Actualité, il est 9h passé de 10 minutes. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Au Nigeria, les forces armées ont annoncé avoir capturé 450 terroristes et libéré 180 otages au cours du mois dernier. Ces résultats font suite à une série d'opérations de sécurité menées dans plusieurs régions du pays. L'armée a également saisi 63 armes, plus de 4400 cartouches de grenades, des engins explosifs improvisés ainsi que du matériel logistique. Environ $76 000 de pétrole brut ont aussi été récupérés. Par ailleurs, 39 combattants se sont rendus volontairement aux autorités. Au Tchad, le Parlement réuni en congrès a adopté la révision de la Constitution avec 236 voix sur 257. Le nouveau texte instaure un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable sans limite. Il permet également au chef de l'État d'exercer des fonctions au sein d'un parti politique. La réforme prolonge le mandat des députés à 6 ans, crée un poste de vice-premier ministre et rétablit l'immunité ministérielle. Au Malawi, Peter Mutharika a prêté hier serment. Il a été élu dès le premier tour face au président sortant, Lazarus Chakwera. Ainsi, Peter Mutharika signe son retour au pouvoir après avoir dirigé le pays de 2014 à 2020. Il s'est engagé à relancer l'économie et à combattre la corruption qui gangrène le Malawi. Des milliers de personnes ont assisté à son investiture au stade Kamuzu de Blantyre. À Madagascar, le président Andria Rajoelina a dénoncé le vendredi dernier une tentative de coup d'État. Depuis plusieurs jours, des jeunes manifestent à Antananarivo contre le pouvoir. Ils expriment plusieurs doléances à la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, la demande de la liberté d'expression et de manifestation. André Rajoelina affirme rester déterminé à poursuivre son mandat de 5 ans en tout, tout en rappelant au dialogue. Retour à l'actualité nationale pour parler cette fois du lancement de la 3e phase de l'initiative panafricaine. Les filles africaines peuvent coder, portée par ONU Femmes en partenariat avec le gouvernement, l'Union africaine et plusieurs autres acteurs du numérique. Cette formation vise à renforcer les compétences digitales des jeunes filles, promouvoir l'égalité de genre et soutenir leur autonomisation économique. Dans un contexte où elles représentent encore moins de 30% des diplômés en sciences et TIC en Afrique subsaharienne, cette nouvelle phase entend transformer le numérique en véritable levier d'inclusion et d'avenir pour la jeunesse féminine. Le reportage de Bokhari Koulibaly. Après 2 phases couronnées de succès, l'initiative Les filles africaines peuvent coder entre désormais dans sa 3e étape, marquant un tournant décisif dans la promotion des compétences numériques auprès des jeunes filles. Marie-Gourette Nizigama, représentante résidente de l'ONU Femmes au Mali. La présente phase de l'initiative AGCCI au Mali permettra d'autonomiser 100 autres jeunes filles âgées de 17 à 25 ans. Ces actions, couplées à la remise d'ordinateurs aux filles, apporteront un changement durable grâce à l'accès et à l'utilisation des outils digitaux et des compétences numériques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mohamed Assalia Bonkana, directeur général de l'AGETIC. Le codage informatique est un créneau très promoteur. Je suis convaincu que nos jeunes filles, après ces formations, sauront en tirer un meilleur profit. Selon les données de l'UNESCO, moins de 30% des diplômés en sciences et TIC en Afrique subsaharienne sont des femmes. Ce déséquilibre appelle à une action concertée et c'est dans cette optique que le programme se présente comme un levier d'égalité des genres, d'inclusion et d'autonomisation économique. Marie Bragard, chef de la coopération de l'ambassade du Royaume de Belgique au Mali. Investir dans l'autonomisation économique des jeunes femmes, c'est l'un des leviers les plus puissants pour faire progresser l'égalité des sexes, éradiquer la pauvreté et favoriser une croissance inclusive. Et pour ce faire, la Belgique reste un partenaire engagé et fiable au Mali pour ONU Femmes. Bakary Traoré, ministre de la refondation de l'État,
représentant le ministre en charge de l'économie numérique. Investir dans les compétences numériques de nos filles, c'est investir dans la transformation de notre société, dans l'innovation et l'emploi. Elle est ancrée dans la politique nationale de développement de l'économie numérique, visant à faire du Mali, sur la période 2025-2034, un hub technologique numérique d'excellence en Afrique de l'Ouest, avec une administration digitalisée contribuant à l'inclusion sociale et à l'amélioration de la qualité de vie des populations dans un environnement de maîtrise de sa souveraineté numérique. Née d'une synergie féconde entre ONIFAM, la Commission de l'Union africaine, l'Union africaine des télécommunications et d'autres partenaires, l'initiative AGCCI rayonne déjà dans 11 pays africains. Et au Mali, cette troisième phase porte une promesse, transformer les rêves des jeunes filles en lignes de code et les lignes de code en véritables opportunités professionnelles et perspectives d'autonomisation. La page sport de ce dimanche est essentiellement consacrée au football. Sur le continent, les deux derniers clubs qualifiés pour le second tour préliminaire des compétitions africaines de la CAF sont connus. Il s'agit des deux clubs de la République démocratique du Congo, le FC Lumpompo et l'AS Simba. Tom Saintfiet, le sélectionneur national, a dévoilé sa liste ce samedi pour les deux dernières journées de qualification à la Coupe du Monde 2026. Et puis, le coup d'envoi officiel du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines de la zone A, UFOA, édition 2025, sera donné aujourd'hui au stade Mamadou Konaté à Bamako. Le match d'ouverture mettra aux prises le Mali, pays hôte, et le Libéria. Famrou Djourté pour le développement de la page sport. Avant le duel entre le Mali et le Libéria, les spectateurs auront droit à une cérémonie d'ouverture festive avec des prestations d'artistes et le défilé des délégations des 8 pays participants. Les organisateurs promettent un spectacle qui mettra en valeur la richesse culturelle du Mali et l'unité de l'Afrique de l'Ouest. Suivra ensuite sur le rectangle vert cette affiche prometteuse Mali-Libéria comptant pour le match inaugural de l'édition 2025 du tournoi de football de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de la zone A. Les cadets maliens devant leur public chercheront à lancer leur tournoi de la meilleure des manières face à une équipe libérienne ambitieuse. Le sélectionneur malien Demba Mamadou Traoré compte sur le 12e homme malien et a déjà une idée sur les 3 adversaires du Mali dans la poule A. Nous allons jouer 2 pays anglophones, ils ont les spécificités, un pays lusophone eux aussi. On va s'adapter à ce qu'ils peuvent proposer, mais je pense que nous jouons chez nous, on se doit d'abord de se préparer. Tous ceux qui sont là savent faire quelque chose quand même. Le public sera très important, déterminant pour le tournoi. On aura des jeunes qui vont jouer pour la première fois devant public. Le match Mali-Libéria sera suivi de Gambie contre Guinée-Bissau à 19h. Des rencontres à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Toujours football, en vue des derniers matchs des qualifications pour le Mondial 2026 face au Tchad le 8 octobre à N'Djamena et puis contre Madagascar le 12 courant à Bamako. Tom Saintfiet a retenu une liste de 25 joueurs parmi lesquels plusieurs rescapés du dernier rassemblement. On pense aux habitués Djigui Diarra, Sigou Niakate, Aliou Dieng, Kamouri Doumbia, Nene Georgeles et Lassine Sinayo entre autres. Pas de nouveau cette fois-ci. Plusieurs cadres font leur retour cependant, à commencer par Yves Bissouma qui devrait récupérer son brassard de capitaine. L'entrejeu des Aigles bénéficie également du renfort. Amadou Aïdara Doudou signe son comeback pour la première fois depuis 1 an exactement, soit octobre 2024. Absent des 2 derniers rassemblements pour cause des préparations tronquées à l'Atalanta Bergame en Italie, El Bilal Touré retrouve l'attaque des Aigles. Le gardien Mamadou Samassa revient lui aussi, au même titre que les défenseurs centraux Abdoulaye Diaby et Woyo Koulibaly. Les absents notables de cette liste sont Salim Bizakité, Ibrahim Sissé, Moussa Diarra, Mohamedou Doumbia et Amari Traoré. 4e de son groupe avec 4 points de retard sur la seconde place qualificative pour les barrages, le Mali est quasiment hors course. Outre l'impératif de faire un sans faute, la bande à Tom Saintfiet doit compter aussi sur des faux pas des Comores et de Madagascar pour s'accrocher à son rêve. Compétition africaine des clubs de la CAF, les 2 derniers qualifiés pour le second tour des préliminaires sont connus. En Ligue des Champions, le Saint-Éloi Lupopo FC de la République démocratique du Congo a écarté Al-Merrek du Soudan après un match nul vierge ce samedi à Omdurman au Soudan. Le FC Lupopo avait remporté le match aller 1-0 à domicile. Les cheminots du FC Lupopo devront se défaire d'Orlando Pirates d'Afrique du Sud au tour suivant pour accéder à la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. En Coupe de la Confédération, c'est encore un club de la République démocratique du Congo qui valide son ticket pour le prochain tour préliminaire. L'AS Simba a battu Djabal FC des Comores 2-0 à Lubumbashi après avoir remporté le match aller par 1-0.
Tout comme le FC Saint-Éloi Lupopo, l'AS Simba aura aussi un club sud-africain devant elle au second tour. Il s'agit des Kaiser Chiefs. Pour rappel, les adversaires des représentants maliens au second tour préliminaire sont FC Nouadhibou de Mauritanie pour le Stade malien de Bamako en Ligue des Champions et l'USFA du Burkina Faso pour le Djoliba AC en Coupe de la Confédération. Focus Santé. Dans Focus Santé, la rédaction s'intéresse aujourd'hui au groupe sanguin. Ils sont classés en 2 systèmes, A, B, O et Rhésus. Seule l'analyse sanguine permet de les identifier. Le système ABO est divisé en 4 groupes et le système Rhésus est soit positif ou négatif. Et en cas d'hémorragie ou d'anémie, il est impossible de faire une transfusion sanguine sans au préalable connaître le groupage du patient. C'est pourquoi tout le monde doit connaître son groupe sanguin. Dans Focus Santé, suivez les explications du Dr Oumar Souaré, médecin généraliste. C'est une réalisation de Koumba Sissi. Les systèmes ABO et Rhésus sont les 2 éléments principaux qui permettent d'identifier le groupe sanguin d'une personne. Le premier est classé en 4 groupes et le second détermine si le Rhésus est négatif ou positif. Oumar Souaré, médecin généraliste. On a des personnes qui sont du groupe sanguin A, d'autres personnes qui sont du groupe sanguin B, d'autres personnes qui sont du groupe sanguin AB et d'autres personnes qui sont du groupe sanguin O. Et on a eu aussi la découverte du système Rhésus. On dit je suis de A négatif, ou bien je suis de A+, je suis A+, ou bien je suis B+, ou bien je suis O+. Maintenant, c'est le Rhésus là qui détermine si la personne est négative ou positive. Connaître son groupe sanguin permet aux professionnels de la santé d'intervenir rapidement en cas d'hémorragie. Les personnes qui font des accidents, qui viennent à l'hôpital directement, qui saignent beaucoup. Donc là, si on connaît ton groupe sanguin, directement, on peut te transfuser directement sans passer par la demande d'aller faire son test de groupage ou autre. Ça va nous permettre de gagner du temps. Une personne qui a un groupe O négatif peut donner son sang à tout le monde. Donc quelqu'un qui est de AB+, peut recevoir tous les sangs. O peut donner à tout le monde, A peut donner à AB et peut donner à A, mais ne peut pas donner à B. B peut donner à AB, B peut donner à B, mais ne peut pas donner à A. En cas de grossesse, le Rhésus des parents est très important pour la survie du futur bébé. Quand la femme est enceinte, si la femme est par exemple de Rhésus négatif et que son enfant est de Rhésus positif, pendant la grossesse, il peut y avoir un conflit. Si le sang de l'enfant arrive chez la maman, qui essaie de se mélanger soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, et c'est très très grave pour l'enfant parce que c'est des enfants que tu vas trouver soit en anémie très très sévère à la naissance, ou bien c'est des enfants que tu vas trouver avec des ictères. Ça peut même aller à une mort fœtale. Ça peut être la cause même des avortements, des décès néonatals. Mais là, on a une solution. Donc, si on connaît le groupage en avance, on met l'anti-D, on injecte ça à la maman et le problème est réglé. Pour la transfusion également, si le sang n'est pas compatible, cela entraîne des conséquences graves sur la santé du patient. Un patient qui est de groupe B et que tu prends son sang et transfuses chez un autre patient de groupe A, directement, ça peut le tuer. C'est la raison pour laquelle il faut le connaître en avance. Quand tu le connais en avance, ça permet d'agir très vite si c'est des situations d'urgence. Maintenant, si ce ne sont pas des situations d'urgence aussi, ça permet aussi de protéger la personne des effets secondaires de la transfusion. Si les sangs ne sont pas compatibles, tu vas voir que la personne est en train de faire une hypersudation, la personne fait des réactions allergiques à la peau. Mais ça, les agents de santé aujourd'hui sont beaucoup plus entraînés pour éviter ces cas de figure-là. Parce que très souvent, même si ils te donnent une fiche pour le groupage Rhésus, connaître ton groupe sanguin et le Rhésus, au moment aussi de te transfuser, ils font une sorte de test au chevet du lit du malade. Donc on essaie de voir si les 200 peuvent passer ou pas. Donc c'est une mesure qui est là, qui est très très importante, qui demande beaucoup de prudence. Alors, connaître son groupe sanguin est essentiel car c'est une information qui permet de sauver sa propre vie et celle des autres en cas de besoin du sang. Focus Santé.
Et à 9h passé de 24 minutes, au prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Grand merci à Ousmane Daou qui a assuré la réalisation et la coordination de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. 13h dimanche, une présentation de Moussa Papa Aïdara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio Nationale du Mali.